L'espèce humaine a compris la planète. C'est un fait. Mais comment? Derrière cet incroyable succès, il y a une force évolutive, bien particulière, une sorte de super pouvoir secret. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est. Bon, alors, pour bien saisir notre singularité, il suffit de faire une petite comparaison avec nos plus proches parents. D'un côté, les grands singes. Leur mode de vie n'a pas vraiment changé depuis des millions d'années. Et de l'autre, il y a nous. On s'est répandus partout, sur tous les continents, avec une diversité de sociétés et de modes de vie qui est juste stupéfiante. Ce tableau, il met vraiment en lumière le fossé gigantesque qui nous sépare. Et ça, bien sûr, ça amène la question centrale. Comment on explique une trajectoire évolutive aussi différente, aussi explosive? Qu'est-ce qui fait de nous des créatures si radicalement à part sur cette planète? Eh bien la réponse, en un mot, c'est la culture. Mais attention, pas la culture au sens où on l'entend d'habitude, avec les musées et l'opéra. Non, ici on parle d'un véritable deuxième système d'héritage, un système qui est au moins aussi puissant que nos gènes. Et voici le concept absolument clé de tout ça, l'adaptation culturelle cumulative. C'est ça notre secret. Contrairement aux autres animaux, on n'a pas besoin de tout réinventer à chaque fois. On part de ce que la génération d'avant a accompli, on essaie de faire un peu mieux et on passe le relais. C'est ce moteur qui est derrière tout notre développement. J'aime beaucoup cette analogie du cliquet. Elle est parfaite pour visualiser le truc. Chaque petite innovation, c'est un clic. Ça verrouille le progrès. La génération suivante peut alors construire par-dessus, sans risque de retour en arrière. Le savoir ne se perd pas, il ne fait que s'accumuler, parfois de manière exponentielle. Et voilà comment ce fameux cliquet fonctionne, en pratique. C'est une boucle, en 4 étapes, qui peut paraître simple, mais qui est d'une puissance incroyable. C'est grâce à ce cycle qu'on a pu développer des savoir-faire et des technologies d'une complexité folle, bien au-delà de ce qu'un seul cerveau, même génial, pourrait concevoir. Et le résultat? Eh bien, le voilà. Des adaptations hyper sophistiquées. Un kayak inuit, par exemple, ou une sarbacane amazonienne. Ce sont les produits de milliers d'années de petites améliorations successives. Personne, absolument personne, n'aurait pu inventer ça de A à Z. En fait, on hérite d'un génie collectif. Bon, d'accord, on copie. Mais ça soulève une autre question tout aussi importante. Si on ne fait que copier, comment est-ce qu'on sait qui et quoi copier? Forcément, le système doit être un peu plus malin que ça. Oui, parce que c'est ça, le piège. Une copie aveugle, ce serait une catastrophe. On propagerait les erreurs et les mauvaises idées aussi vite que les bonnes innovations. Notre évolution a donc dû nous équiper d'une sorte de filtre. Et la solution, elle est là. Ça s'appelle la transmission biaisée. En gros, notre cerveau est câblé avec des règles, des raccourcis mentaux, pour l'aider à décider de qui il est le plus judicieux d'apprendre. On ne copie pas au hasard. Et voilà nos filtres en action. C'est assez intuitif en fait. Premièrement, on a tendance à copier les gens qui réussissent. Logique. Deuxièmement, on imite les personnes qui ont du prestige, celles qui sont très respectées. Et enfin, la règle d'or, quand on est dans le flou, on fait ce que fait la majorité. C'est le biais de conformité. Bien sûr, ces raccourcis sont pas parfaits, mais en moyenne, c'est une stratégie super efficace pour apprendre vite et bien. Maintenant, on va voir comment cette théorie de l'évolution culturelle nous aide à éclairer l'un des plus grands mystères de notre espèce, notre incroyable capacité à coopérer, même à très très grande échelle. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose d'unique. Beaucoup d'animaux coopèrent, oui, mais c'est presque toujours en petits groupes, avec des individus apparentés. Rien dans le règne animal ne ressemble à nos villes, nos nations, nos organisations mondiales. Comment c'est possible? Des théories purement génétiques, comme la réciprocité directe, le donnant-donnant, peinent à expliquer ça. Ça marche bien pour des interactions entre deux personnes qui se connaissent, mais ça s'effondre dans des sociétés de millions d'inconnus. C'est là que la sélection culturelle de groupe devient intéressante. L'idée, c'est que la compétition ne se joue pas seulement entre les individus, mais aussi entre les groupes, qui sont porteurs de normes culturelles différentes. Et voici le point vraiment essentiel. Un groupe dont les membres sont très coopératifs, par exemple ils se défendent mutuellement, ils partagent les ressources, aura plus de succès qu'un groupe d'individualistes. Donc même si la coopération peut avoir un coût pour l'individu, le succès du groupe permet à ces normes coopératives de se répandre. Et ça, ce n'est pas juste une belle théorie. Des anthropologues l'ont observé sur le terrain en Nouvelle-Guinée. Là-bas, les conflits entre clans étaient fréquents. Mais ce qui est fascinant, c'est que les clans vaincus n'étaient pas exterminés. Leurs membres s'enfuyaient et étaient absorbés par les clans vainqueurs et au passage, ils adoptaient leurs normes, leurs coutumes. C'est donc la culture du groupe le plus efficace qui se propageait, pas forcément ses gènes. Alors, cette vision de l'évolution, elle change aussi profondément notre manière de comprendre l'histoire humaine. Elle devient beaucoup moins linéaire. Il faut imaginer l'évolution non pas comme une ligne droite qui monte vers un unique pic de progrès, mais plutôt comme l'exploration d'un immense paysage montagneux avec plein de sommets différents. Chaque sommet, c'est une solution adaptative stable, une manière de fonctionner qui marche. Mais il n'y a pas un seul meilleur sommet. Et ça nous amène au concept de dépendance au sentier.
En gros, ça veut dire que le chemin qu'une culture emprunte dépend énormément de son point de départ et des événements, parfois complètement fortuits, qu'elle rencontre en route. C'est pour ça que deux sociétés qui partent de conditions similaires peuvent finir par être radicalement différentes. L'histoire n'est pas une autoroute, c'est plutôt un enchevêtrement de petits sentiers. Cette phrase résume l'idée à la perfection. L'évolution, qu'elle soit biologique ou culturelle, n'est pas déterministe. Elle est profondément historique. Et il n'y a pas de grand plan écrit à l'avance, seulement une suite d'événements, uniques et contingents, qui façonnent l'avenir. Et tout ça nous laisse avec une question finale, une question pour aujourd'hui. Ce processus d'évolution culturelle, il ne s'est pas arrêté au Moyen-Âge. Il est en marche, là, maintenant, dans notre monde globalisé et ultra connecté. La question qui se pose est donc, vers quel type de sommet notre culture collective était en train de grimper ? C'est une question totalement ouverte, et c'est nous tous qui construisons la réponse chaque jour.